Bien sûr, dans ces conditions exceptionnelles, donc nous avons opté pour cette formation à distance, l'enseignement à distance, pour assurer l'état d'avancement et la continuité de notre cours de microéconomie. Donc je rappelle que la dernière fois, on s'est arrêté au niveau du chapitre 3, à savoir l'équilibre du marché, et plus exactement, le marché de la concurrence pure et parfaite. Donc pour enchaîner, donc on va essayer, si vous voulez, d'apporter trois éléments de réponse à trois questions centrales. Premièrement, quelles sont les caractéristiques du marché de la concurrence pure et parfaite? Donc c'est le grand thème, paragraphe 1. Caractéristiques du marché de la concurrence pure et parfaite. Deuxièmement, vous savez que la configuration du marché et la nature du marché et l'impact, si vous voulez, sur le comportement de l'entreprise ou du producteur. Et donc, la section ou le paragraphe 2, il va porter sur le comportement de l'entreprise dans le marché de la concurrence pure et parfaite, en courte période. Si vous voulez, pour terminer sur une autre question non moins importante que la deuxième, à savoir comment se détermine le comportement de l'entreprise, cette fois-ci en longue période. Donc cela va nous conduire, si vous voulez, à structurer notre cours, si vous voulez, le marché de la concurrence pure et parfaite, en trois paragraphes. Donc, premièrement, la définition du marché de la concurrence pure et parfaite via ses caractéristiques. Donc, une fois qu'on a mis en lumière, si vous voulez, les conditions de fonctionnement du marché de la concurrence pure et parfaite, donc on va essayer de voir comment cette entreprise, si vous voulez, répond au prix déterminé par le marché en courte période, et dans un troisième temps, paragraphe 3, montrer l'équilibre de l'entreprise en longue période. Un marché de la concurrence pure et parfaite, un marché qui se caractérise par la rencontre entre l'offre et la demande, c'est un marché qui se caractérise par un ensemble d'hypothèses qu'on considère comme étant des caractéristiques, parce que bien que ces caractéristiques ne soient pas réelles, bien qu'elles soient loin de la réalité, elles restent quand même, si vous voulez, des conditions qui conditionnent le fonctionnement de ce marché de la concurrence pure et parfaite. Ce marché, si vous voulez, est défini par 5 caractéristiques. La première caractéristique, c'est l'atomicité. Deuxième caractéristique, c'est l'homogénéité. On verra par la suite la signification de chaque caractéristique. Troisièmement, c'est la mobilité des facteurs de production. Quatrième caractéristique, c'est la transparence de l'information. Et cinquièmement, la libre entrée et sortie. C'est quoi l'atomicité? L'atomicité, comme son nom l'indique, c'est qu'on considère que les entreprises, elles sont de petite taille. Également, les acheteurs, ils sont de petite taille, c'est-à-dire ce sont des atomes, à tel point qu'un agent économique, qu'il soit vendeur ou acheteur, ne peut à lui seul influencer sur l'équilibre du marché. C'est-à-dire que si jamais le prix sur le marché change, donc cela il est dû à une action collective de tous les agents économiques, qu'ils soient acheteurs ou vendeurs. L'homogénéité signifie que les produits échangés sur le marché, ils sont homogènes, c'est-à-dire ils sont identiques, ils ont les mêmes caractéristiques internes, en termes de goût et en termes de qualité, et les mêmes caractéristiques externes, à savoir même conditionnement, même emballage. Mobilité des facteurs de production, c'est-à-dire tout simplement que les facteurs de production, ils peuvent être transférés facilement d'un marché d'un produit à un autre. La transparence de l'information, cela veut dire tout simplement que les agents économiques, ils connaissent de façon parfaite tous les éléments qui interfèrent dans leur choix. C'est-à-dire tout simplement que l'information, elle est accessible, facilement accessible, et qu'elle est gratuite. Libre entrée et sortie, c'est-à-dire que l'accès au marché,
et la sortie au marché, elle n'est pas soumise à des restrictions, qu'elles soient juridiques, économiques ou autres. Donc, une fois qu'on a défini les caractéristiques du marché de la concurrence pure et parfaite, montrons maintenant comment l'équilibre de l'entreprise se détermine en courte période. C'est l'objet du paragraphe 2. Équilibre de l'entreprise en courte période. Là, je tiens à rappeler que la distinction entre la courte période et la longue période, il n'est pas soumise à une distinction en termes d'horizon temporaire, mais le critère de distinction principale, c'est la variabilité ou la constance des facteurs de production. Chose bien sûr qu'on a montré dans le chapitre 2, équilibre de producteurs. Autrement, en courte période, le seul facteur considéré comme étant un facteur variable, c'est le facteur travail. Le facteur capital, il est considéré comme étant constant. Contrairement à la longue période, qui se caractérise par la variabilité de tous les facteurs de production, qu'ils soient travail ou capital. Une fois cette nuance a été faite, montrons comment se détermine l'équilibre de l'entreprise en courte période dans un marché de la concurrence pure et parfaite. On a dit que le marché de la concurrence pure et parfaite, c'est un marché, je le rappelle, qui est caractérisé par les 5 caractéristiques. L'atomicité, l'homogénéité, la mobilité des facteurs de production, la transparence de l'information et la libre entrée et sortie. Quelles sont donc les implications de ces caractéristiques sur l'équilibre de l'entreprise en courte période? La première implication, c'est que le prix sur le marché est une constante, c'est-à-dire que l'entreprise ne peut pas changer le prix. Il subit le prix. À partir de ce constat, l'objectif, et on le sait très bien que l'objectif principal d'une entreprise, c'est de maximiser son profit. Donc l'entreprise, il est émue par la maximisation de son profit. Et on sait qu'une fonction f quelconque est maximale si et seulement si f' dérivée est égal à 0, et la dérivée seconde, sa dérivée seconde, elle est inférieure à 0. Par analogie, le profit est maximal si et seulement si le profit dérivé égale 0 et profit dérivé seconde est inférieur à 0. Donc, qui dit profit dérivé égale 0, c'est équivalent à la recette totale moins le coût total dérivé égale 0. C'est-à-dire tout simplement, c'est la différence entre le chiffre d'affaires réalisé, ce chiffre d'affaires c'est le produit de la quantité par le prix, moins le coût total c'est l'ensemble des charges engagées pour réaliser, si vous voulez, la production en question. Recette totale moins coût total dérivé, c'est équivalent à la recette totale dérivée moins le coût total dérivé égale 0, c'est équivalent à recette totale dérivée, c'est la recette marginale, moins coût total dérivé, c'est le coût marginal, égale 0. Ce qui est équivalent à recette marginale égale coût marginal. Donc la première condition d'équilibre dans un marché de la concurrence pure et parfaite, c'est que le profit il est maximal lorsque la recette marginale égale coût marginal. La particularité du marché de la concurrence pure et parfaite, c'est que, on l'a dit, le prix est une constante. En supposant que le prix est une constante, et à partir de la relation recette totale est égale à P fois Q, c'est-à-dire le prix fois la quantité, cela implique que la recette marginale, c'est la dérivée de produit P fois la quantité. Puisque le prix est une constante, le produit P fois Q dérivé est égal à P. Donc en complétant la relation, notre relation déjà établie, l'équilibre de l'entreprise, le profit est maximal lorsque la recette marginale est égale coût marginal égale P. Autrement, la condition sine qua non, et la première condition suffisante, d'ailleurs qui n'est pas nécessaire et qui n'est pas suffisante, c'est l'égalité entre la recette marginale et la fonction d'offre qui est exprimée par le prix. C'est la première condition. Cette condition, cette égalité, pardon, il peut correspondre
soit à un maximum, soit à un minimum. Donc il faut vérifier la deuxième condition, à savoir le profit dérivé seconde inférieur à 0. Profit dérivé seconde inférieur à 0 implique que, on a déjà calculé la dérivée première du profit, donc c'est la dérivée de la dérivée, c'est la recette marginale moins le comarginal dérivé, inférieur à 0. Recette marginale dérivée, c'est le prix, et le prix dérivé, c'est égal à 0. Comarginal dérivé, donc moins comarginal dérivé, inférieur à 0. Ce qui implique le comarginal dérivé supérieur à 0. En retenant ces deux relations, dans quelle partie du comarginal le profit il est maximal? Le coût marginal, donc là je récapitule, c'est lorsque le coût marginal est égal à P, c'est une condition nécessaire, sachant que le coût marginal dérivé supérieur à 0. C'est-à-dire, le profit il est maximal lorsque la fonction d'offre de l'entreprise, elle se calque sur la fonction du coût marginal, mais dans la partie croissante du coût marginal. Donc là, je peux résumer et dire que l'entreprise atteint son maximum de profit si et seulement si coût marginal, la fonction d'offre se calque sur la fonction du coût marginal, mais dans la partie croissante du coût marginal. Si on veut illustrer la partie dont le profit est maximal, donc on illustrerait à partir de ce graphique. Le coût marginal, on le sait, c'est une courbe, c'est une fonction qui est décroissante et croissante. La fonction d'offre, on a dit, c'est la fonction du coût marginal, mais dans la partie croissante. Donc si l'entreprise veut maximiser son profit, il doit vendre la quantité qui correspond au prix dans la partie croissante du coût marginal. À titre d'exemple, le prix sur le marché, par exemple, est égal à 10. L'entreprise, en fonction de ce prix égal 10, elle peut offrir deux quantités, que 1 et que 2. Normalement, en respectant, si vous voulez, cette conclusion, à savoir la fonction d'offre, c'est la partie croissante du coût marginal, donc on doit éliminer le Q1. La quantité qui maximise la fonction de profit lorsque le prix est égal à 10, c'est la quantité 2. On peut facilement se rendre compte que la quantité Q1, au contraire, elle minimise le profit. Qu'en est-il maintenant de l'équilibre de l'entreprise aux longues périodes? Troisièmement, équilibre de l'entreprise aux longues périodes. À l'instant T, par exemple, 0. Si les entreprises qui exercent et qui opèrent sur le marché elles sont rentables, donc de fait de la transparence de l'information et en vertu de la caractéristique de la libre entrée et sortie, notre marché qui est rentable, et donc il va attirer des entreprises qui sont déficitaires ou dont le résultat, si vous voulez, est nul dans les autres secteurs. Autrement, l'existence d'un profit, il va constituer un motif, et un vrai motif, pour l'entrée successive des entreprises. Au fur et à mesure que les entreprises
entre de façon successive sur le marché, l'offre globale, il va augmenter, et on sait la relation qui existe entre l'offre globale et la demande, si jamais la demande est restée constante, donc cela va entraîner la diminution de prix, et par voie de conséquence, la diminution de profit. Donc, les entreprises seront dissuadées à accéder sur le marché, c'est le résultat par l'entrée de la dernière entreprise est égal à zéro. C'est-à-dire qu'à long terme, le profit réalisé par l'entreprise, en vertu des caractéristiques du marché de la concurrence parfaite, c'est que ce profit il sera égal à zéro à long terme. Qui dit profit égal zéro, il dit, ce qui est équivalent à la recette totale moins le coût total égale zéro. Recette totale égale coût total. En divisant les deux membres de cette équation par la quantité, donc ce qui est équivalent à recette totale divisée par la quantité est égal au coût total divisé par la quantité. Recette totale divisée par la quantité, ce n'est rien d'autre que le prix, et le coût total divisé par la quantité, c'est le coût total moyen. C'est-à-dire que, à long terme, le prix, il sera égal au coût total moyen. Mais la particularité du marché de la concurrence pure et parfaite, c'est qu'on le considère comme étant un marché qui permet une allocation rationnelle des facteurs de production et des produits. C'est-à-dire que les facteurs de production, à savoir les outputs, et les produits fabriqués, les outputs, ils sont commercialisés à un prix qui est égal au minimum de coût total moyen. Donc, à long terme, l'équilibre de l'entreprise, le prix à long terme, il sera égal à P égale minimum de coût total moyen, c'est-à-dire c'est le prix du marché. En fonction de ce prix, quelle est la quantité qui sera offerte par l'entreprise si jamais le prix est égal minimum de coût total moyen. Le marché de la concurrence pure et parfaite, c'est un marché qui est parfaitement concurrentiel. Le nombre est tellement, des agents économiques est tellement nombreux. À court terme, l'entreprise elle maximise son profit dans la partie croissante du coût marginal. Et à long terme, l'entreprise elle doit produire et vendre une quantité qui est égale à P égale minimum de coût total moyen. Et là, vous pouvez vous rendre compte que je ne fais pas de distinction entre la quantité offerte et la quantité produite, parce qu'on considère que dans un marché de la concurrence pure et parfaite, l'entreprise elle est à la fois un producteur et un vendeur. C'est-à-dire que la quantité produite elle est totalement écoulée. L'entreprise ne recourt pas au stock. En courte période, l'équilibre de l'entreprise est défini lorsque coût marginal égale P dans la partie croissante du coût marginal et en longue période, le prix égale minimum de coût total moyen. Donc une fois qu'on a montré l'aspect théorique de l'équilibre de l'entreprise en courte période et en longue période, donc on va essayer d'illustrer ces différents éléments à partir d'une étude de cas, exercice d'application, en supposant un marché, donc exercice d'application. On va supposer un marché de la concurrence pure et parfaite, donc soit un marché de la CPP, de la concurrence pure et parfaite, dont la fonction de demande globale, on va supposer que la fonction de la demande globale est demande globale égale moins 3P plus 500. La fonction de l'offre globale est égale 2P plus 10. Et soit une entreprise représentative, on va supposer également, et soit une entreprise représentative de cet ensemble d'entreprises qui agissent sur le marché, une entreprise dont le coût total égale, à titre d'exemple, la quantité à la puissance 3, moins 10 fois la quantité, plus 128. Et on va essayer de poser 3 questions. Première question, par exemple, c'est quel est l'équilibre du marché. Quel est l'équilibre du marché? C'est la première question à laquelle on va apporter des éléments de réponse. La deuxième question, quel est l'équilibre de l'entreprise? Quel est l'équilibre de l'entreprise ou de cette entreprise
en courte période. Et quand je parle d'équilibre de l'entreprise en courte période, c'est en termes de quantité, quelle est la quantité qu'elle doit offrir, à quel prix, et quel est son profit. Et à l'occasion, déduire le nombre d'entreprises. Le nombre d'entreprises. Troisièmement, on va déterminer cette fois-ci l'équilibre de l'entreprise. Quel est l'équilibre de l'entreprise? En longue période. Toujours en termes de quantité à produire ou à offrir, le prix et le profit. Et normalement, si on est dans la bonne voie et au regard des conditions du marché de la concurrence pure et parfaite, le profit à long terme, normalement, il doit être égal à 0. Et on va déduire le nombre d'entreprises en longue période, le nombre d'entreprises. Logiquement et normalement, si la situation du courte période se traduit par la réalisation d'un profit, normalement, le nombre d'entreprises, il va augmenter. Et on va répondre à la première question. Équilibre du marché. Un marché est en équilibre. On sait qu'un marché est en équilibre lorsque l'offre globale égale la demande globale. L'offre globale égale la demande globale. La fonction d'offre globale, on a supposé qu'elle est égale à 2P plus 10. Égale la demande globale. La demande globale, c'est moins 3P plus 500. Ce qui implique, si je déplace, si vous voulez, cette première quantité du deuxième membre de l'équation vers la gauche, donc ça va me donner 2P plus 3P est égal à 500 moins 10, c'est égal à 490. Donc 5P, 5 fois le prix, égale 490. Donc d'où le prix est égal à 490 divisé par 5. 490 divisé par 5, ça fait 98 dirhams. Donc en courte période, le prix du marché est égal à 98 dirhams. Quelle est la quantité offerte? La quantité offerte, on peut la déduire à partir soit de la fonction de l'offre globale, soit à partir de la fonction de demande globale. On sait que l'offre globale, c'est la deuxième, je vais répondre, donc l'offre globale est égale à 2P plus 10. L'offre globale égale 2P fois 10, ça fait 196. Plus 10 est égal à 206. L'offre globale est égale à 206. Cette offre globale, de quoi il est constitué? De quoi il est composé? L'offre globale, on a dit, c'est la somme des offres individuelles. Les entreprises, elles sont supposées de même taille, qu'ils offrent la même quantité, donc on peut répondre à la deuxième question. Donc l'équilibre de l'entreprise, en courte période, on sait qu'en courte période, la quantité qui maximise le profit, c'est la quantité qui correspond à comarginal égale P avec comarginal croissant. Comarginal égale P. Le comarginal égale P, c'est équivalent au cototal dérivé moins le prix égale le prix. Le cototal, la fonction du cototal, il est donné. Donc, ce qui est équivalent à la quantité à la puissance 3 moins 10 fois Q plus 128 dérivé égale P. Le prix, on l'a déjà calculé, c'est 98 dirhams, donc est égal à 98. Que à la puissance 3, la quantité à la puissance 3 dérivée, c'est 3Q au carré. Moins 10 fois Q dérivé, c'est moins 10. Plus 128, une constante dérivée, c'est égal à 0. Donc est égal à 98. Ce qui implique 3Q carré est égal à 98 plus 10, ça fait 108. Donc Q carré est égal à 108 divisé par 3, 36. Et donc, la quantité est égale, racine de 36 est égale à 6.
Donc lorsque le prix sur le marché est fixé à 98 dirhams, la quantité offerte par chaque entreprise est égale à 6 unités. L'offre globale, on l'a déjà calculé, c'est 206. Donc le nombre d'entreprises qui agissent sur le marché, nombre d'entreprises, égale l'offre globale divisée par l'offre individuelle. Ça fait 206 divisé par 6, c'est à peu près l'entreprise. Quel est le profit réalisé par chaque entreprise? On sait que le profit, c'est la recette totale moins le coût total. La recette totale, on sait qu'elle est égale le prix fois la quantité. La quantité, le prix, on l'a déjà calculé, c'est 98. Multiplié par la quantité, c'est 6, ce qui va nous donner 588. Le coût total, par contre, on sait qu'elle est égale à Q3, la quantité à la puissance 3 moins 10 fois la quantité plus 128. On va remplacer la quantité Q par sa valeur, à savoir Q égale 6, ce qui va nous donner 6 à la puissance 3, moins 10 fois 6, plus 128. Ça fait 284 dirhams. Donc lorsque la quantité est égale à 6, le coût total est égal à 284. D'où le profit égale recette totale moins coût total. Donc c'est 588 moins 284. « 304 dirhams. Ce qu'il faut retenir, l'essentiel, c'est que le profit est égal à 304, donc c'est un profit, si vous voulez, c'est un bénéfice, et le résultat il est positif. Le nombre d'entreprises est égal à 34 entreprises. Normalement, et si on veut faire des prédictions, des prévisions, si vous voulez, sur l'évolution du marché à long terme, il faut que ce profit attire de nouvelles entreprises et qu'à long terme, ce profit sera égal à 0. Deuxièmement, il faut que le nombre d'entreprises qui se situent à court terme à 34, normalement à long terme, il doit dépasser, si vous voulez, cette quantité, ce nombre qui est égal à 34. Troisièmement, équilibre d'entreprise en longue période. On a dit que le prix sur le marché en longue période, c'est le prix qui correspond au minimum du coût total moyen. Le coût total moyen, on sait bien que si le coût total divisé par la quantité, c'est-à-dire c'est l'ensemble des charges engagées pour produire et vendre une unité, ce qui va nous donner coût total, à savoir que la puissance 3 moins dq plus 128 divisé par la quantité, ce qui correspond à Q carré, ce qui va nous donner Q carré moins 10 plus 128. Dans quel cas le coût total moyen est à son minimum, ou à son niveau minimal. Coût total moyen est à son minimum. Donc si et seulement si le coût total moyen dérivé égale 0, et le coût total moyen, dérivé seconde, supérieur à 0, puisqu'on cherche le minimum. Égale 0, c'est équivalent. Donc on a déjà calculé le coût total moyen, plus haut. Coût total moyen, on a dit c'est le Q carré, moins 10, plus 128, divisé par la quantité, dérivé égale 0. Q carré dérivé, c'est 2 fois la quantité. Moins 10, ce dérivé, c'est une constante, donc c'est 0. 128, la quantité dérivée, c'est moins 128, divisé par Q carré, égale 0. Donc ce qui va nous donner, ce qui implique 2 fois la quantité est égal à 128 fois la quantité au carré, ce qui implique 3 Q à la puissance 3 est égal à 128
Donc, Q à la puissance 3 est égal à 128 divisé par 3. La quantité est égale à racine cubique de 64, c'est égal à 4. 4 fois 4 fois 4 égale 64. On va déterminer d'abord le prix. Donc le prix à court terme, donc prix en courte ou longue période. Donc puisque la quantité est égale à 4, on va déterminer cette fois-ci le minimum de coût total moyen en valeur. Parce que la quantité égale 4, c'est la quantité qui minimise le coût total moyen en quantité. Donc on sait que le coût total moyen, on a dit coût total moyen égale Q carré moins 10 plus 128. Donc lorsque la quantité est égale à 4, alors le coût total moyen est égal Q au carré, donc ça fait 16, moins 10 plus 128, divisé par la quantité partant, divisé par 4. Donc ça fait 16 moins 10 plus 128 divisé par 4, c'est égal à 6 plus 128 divisé par 4, c'est égal à 32. Et donc le prix sur le marché à long terme est égal à 38. Donc le prix qui annule le profit pour l'entreprise à long terme, c'est égal à 38. Quel est maintenant le profit? Parce que la quantité à vendre et à offrir sur le marché est égale à 4. À quel prix? L'entreprise, c'est pas elle qui peut fixer le prix, donc le prix sur le marché, il est fixé, est égal à 38. Donc le prix est égal à 38. Quel est le profit? Normalement, il faut que le profit soit égal à 0. On sait que le profit, c'est la recette totale moins le coût total. Recette totale, c'est le prix fois la quantité. Le prix, on a dit, c'est 38. Fois la quantité, ça fait 4. Moins le coût total, c'est 4 à la puissance 3, moins 10 fois 4, plus 128. 38 fois 4, 4 fois 8, ça fait 32, ça fait 152, moins 4 fois 4, c'est 64, 64 moins 10 fois 4, c'est 40, 24, 24 plus 128, ça fait moins 152. 152 moins 152, c'est égal à 0, ce qui montre qu'on est dans la bonne voie. La troisième question, on va supposer que la fonction de demande est restée constante. L'offre globale égale, puisque la fonction de demande à long terme est restée constante, égale moins 3P plus 500, en remplaçant P par sa valeur, donc moins 3 fois 38 plus 500, d'entreprise, sachant que la fonction de demande globale, on a dit que la demande globale est restée constante. L'offre globale est égale à 386. Chaque entreprise, si le prix sur le marché, on a dit, est égal, le prix qu'on a calculé, est égal à 38, alors, nombre d'entreprises égale offre globale divisé par la demande, par l'offre individuelle, c'est 386 divisé par 4, donc soit un nombre environ 97 entreprises. D'où une augmentation du nombre d'entreprises, d'où une augmentation du nombre d'entreprises qui est égal à 97 moins le nombre initialement calculé, moins 34, donc soit 7 moins 4, 3, 9 moins 3, ça fait 6. Donc soit un nombre supplémentaire qui est égal à 63 entreprises. Donc ainsi, notre cours arrive à sa fin. Donc merci pour votre attention et rendez-vous pour une autre séance, Inch'Allah.